Et avec nous pour ce club, Lou Fritel. Bonjour Lou. Bonjour. Merci d'être là, éditorialiste politique à Paris Match. Et Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour, merci également d'être avec nous, directeur général opinion de l'IFOP. On va revenir sur la réunion hier du Rassemblement national et de ses alliés européens. C'était dans le Loiret, un an après la victoire du RN aux européennes. Le parti a cherché à montrer qu'il n'était pas isolé, mais l'unité affichée, notamment entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, réussira-t-elle à calmer les rumeurs de tension au sein du parti? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis, Alex, le RN n'a pas oublié sa cible du moment. Et non, Marine Le Pen, Jordan Bardella, ils ont critiqué fortement l'Union européenne, mais ils ont aussi critiqué le gouvernement français et la politique sécuritaire de Bruno Retailleau. Et on voit ça dans quelques instants. D'abord, comme tous les jours, c'est l'heure de l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions, c'est avec nos partenaires de la presse régionale. Pour en parler, on va aller en Corse, à Ajaccio. On retrouve Henri Mariani. Bonjour Henri. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur délégué de Corse Matin. Alors, on parle beaucoup de ce qui se passe à Nice, cette conférence des Nations Unies sur les océans avec des annonces notamment qui visent à mieux protéger des aires marines en interdisant certaines pratiques de pêche, sauf que ça suscite l'inquiétude parmi les pêcheurs. Oui, il y a eu une mobilisation un peu spontanée hier des pêcheurs du côté de Bonifacio. Bonifacio, vous savez, c'est ce bras de mer entre donc la ville de Bonifacio à l'extrême sud de la Corse et la Sardaigne. C'est un bras de mer de 12 km qui est une réserve naturelle protégée depuis 1999. C'est la plus grande réserve naturelle de France puisqu'elle couvre 85 000 hectares et c'est effectivement une zone marine protégée. Et dans le cadre du sommet de l'UNOC, il y a eu cette interview du chef de l'État, du président de la République, qui a indiqué dans une interview en amont du sommet à la presse quotidienne régionale qu'il entendait réduire le chalutage, cette pêche traditionnelle dans ces zones marines protégées. Alors ça a suscité une forte mobilisation des pêcheurs hier qui ont interdit l'accès au détroit de Bonifacio. Ce détroit, en plus d'être une réserve, comme je vous l'ai dit, c'est également un détroit international. Vous avez en gros 4000 bateaux qui transitent chaque année, dont 10% de ces navires qui transportent des matières dangereuses. Donc ça a fortement perturbé le trafic pendant quelques heures. Et les pêcheurs sont fortement mécontents. Ils considèrent qu'ils contribuent déjà largement à préserver la ressource halieutique, avec des pratiques de pêche adaptées à la zone de pêche. Et ils ne comprennent pas cette position du chef de l'État. L'action hier était symbolique, mais ça n'est pas fini, il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Merci Henri d'avoir été avec nous pour nous parler de cette mobilisation. C'est la une de Corse Matin. Les pêcheurs font barrage. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Henri Mariani d'avoir été avec nous depuis Ajaccio. Un mot là-dessus parce qu'on le voit effectivement, il y a un discours où Emmanuel Macron se pose en garant de l'écologie. Il y a des annonces qui ont été faites, des premières annonces qui ont été faites lors de ce sommet de Nice. Sauf que ça crée des contestations un peu, on a envie de dire, comme à chaque fois qu'il y a des mesures écologistes qui sont annoncées, Frédéric. Oui, tout à fait. Il y a une sorte de guerre des priorités ou guerre entre la hiérarchie des préoccupations des Français. On a connu la bataille fin du monde, fin du mois. Et les Français étaient sortis de cette bataille d'Hernani pour dire oui, on peut être très sensibilisé aux questions environnementales, climatiques, mais ne pas oublier la question des salaires et du pouvoir d'achat. La crise récente, l'inflation, la crise de l'énergie a de nouveau tendu les choses et maintenant je trouve qu'il y a une autre, guerre n'est pas le terme, mais une autre opposition sur le mode, ce n'est pas la priorité, c'est la question sécuritaire. C'est la question de la sécurité, la question de la lutte contre la délinquance, du narcotrafic où, dans nos enquêtes qualitatives, les Français sont sensibles aux questions environnementales, mais ça a quand même descendu dans la hiérarchie des Français. C'est maintenant le 10e thème. C'était encore le 3e ou le 4e il y a quelques années, avec deux effets, deux discours. Premièrement, un effet, c'est foutu. C'est trop tard, on se mobilise pour rien, c'est un phénomène inéluctable, c'est partagé presque par une majorité de Français. Et un autre effet plus sournois, je dirais, que j'avais appelé « messieurs les Anglais, tirez les premiers ». C'est-à-dire que les Français nous disent « l'écologie, oui, je suis sensible, je fais énormément d'efforts, demandez aux Allemands avec leurs centrales à charbon, demandez aux Américains, aux Russes, aux Chinois », dans un contexte, on l'a déjà dit ici, Oriane, de sensibilité très forte des Français aux questions internationales. Ouais. Et Lou, effectivement, on voit Emmanuel Macron qui tire un peu la sonnette d'alarme sur l'écologie ces dernières heures, allant jusqu'à fustiger des décisions prises au sein de son propre camp, qu'il accuse parfois de céder à la facilité.
Emmanuel Macron voit depuis plusieurs mois détricoter certaines dispositions de son mandat, de son premier mandat et la première partie de son deuxième mandat, dont la question des ZFE, par exemple. Mais Emmanuel Macron, c'est aussi celui qui avait promis que son second quinquennat serait écologique ou qu'il ne serait pas, qui avait essayé de mettre en place une architecture gouvernementale faite justement pour répondre à cet enjeu-là. Il avait réussi à capter une partie des voix de gauche comme ça. Et finalement, ça n'a rien donné. Sans doute en partie aussi à cause d'une Assemblée nationale qui était compliquée de tenir. S'il n'y avait pas de majorité absolue, Emmanuel Macron n'avait pas les mains libres. Mais c'est vrai que la question environnementale a disparu du discours exécutif. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de le voir revenir sur ce sujet-là, il redonne un peu l'impression d'avoir cette parole performative qu'on lui connaît et qui signifie que c'est pas vraiment suivi d'effet à la fin. Et une seconde chose aussi, la question écologique, effectivement, comme l'a dit Frédéric, c'est aujourd'hui un problème pour les classes populaires. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette opposition fin du mois et fin du monde qui a été remis sur le devant, cette opposition a été remise sur le devant de la scène avec les questions énergétiques, les questions de pouvoir d'achat et d'inflation, mais aussi d'une certaine façon, de façon aussi plus sournoise, par les questions européennes. C'est-à-dire qu'on a eu la campagne européenne et durant la campagne européenne, des sujets qui semblaient un peu annexes, se sont finalement imposés dans le débat public, tout ce qui est question du Green Deal, par exemple, des agriculteurs, et tous ces sujets qui paraissaient un peu loin, finalement, et qui sont des décisions européennes, parfois peut-être prises un peu à la va-vite. C'est vrai que vous aviez François-Xavier Bellamy, par exemple, qui était un des premiers à fustiger certaines mesures du Green Deal, mais qui sont vraiment compliquées aussi à expliquer, que les gens ne comprennent pas forcément. Mais ces petites touches ont fait qu'au bout d'un moment, une vraie opposition s'est créée contre ces mesures et contre une sorte d'alliance entre gauche, centre, qui était plus ou moins dominante au Parlement européen. Aujourd'hui, vous avez au Parlement européen une alliance qui tend beaucoup plus vers la droite, entre le PPE, les conservateurs européens et les patriotes, dont on parlera tout à l'heure. Et là, vous avez un détricotage du Green Deal, notamment, et un verbe, une rhétorique très anti-écolo, qui est un vrai moteur pour les mouvements de droite. Parce qu'avant, vous aviez dans ces moments-là des discours un peu écologiques, mais aujourd'hui, le discours écologique dominant, c'est contre l'écologie punitive. C'est aussi un discours qui est très présent chez LR. François-Xavier Bellamy, pour revenir sur lui, était à la commission pêche au Parlement européen et a énormément travaillé contre les mesures qui pouvaient effectivement protéger l'environnement au détriment des pêcheurs. Un mot là-dessus, Alex? Oui, un mot rapidement sur la pêche et sur les enjeux de la pêche dans ce sommet de protection des océans à Nice, avec les objectifs d'Emmanuel Macron qui sont des objectifs européens, c'est de fixer d'ici à 2030 30% d'aires marines protégées dans les zones maritimes, car par exemple sur les zones maritimes européennes actuellement on est à 12%, donc il y a une vraie étape à franchir, mais dans ces aires marines protégées, il y a toute une variété de réglementations avec des aires marines dans lesquelles on peut pêcher, dans lesquelles il y a des activités humaines qui sont autorisées. Et donc l'enjeu aussi, ce sera la proportion d'aires marines strictement protégées dans lesquelles il n'y a aucune activité humaine qui est autorisée, donc notamment la pêche au chalut. Et donc ça, ce sera l'enjeu des négociations entre les différents acteurs des océans. Je trouve que là, on est quand même loin de l'écologie du quotidien. Pour les Français, déjà, le format est quand même peut être vu comme intéressant, mais un sommet international sous l'égide de l'ONU, ça ne parle pas forcément aux gens. Et là, on est loin de l'écologie de la quotidienneté. Et c'est vrai que ça donne du grain à moudre à ce que vous disiez, Lou, c'est-à-dire l'écologie punitive, l'écologie qui gâche nos vies. Enfin, on a maintenant des discours extrêmement critiques. Et c'est vrai que la parole performative du président de la République, il a toujours été remis en cause sur la question du climat, où la critique, il parle beaucoup, peu de choses se font, avec toute une série d'affaires, le glyphosate, le départ de Nicolas Hulot, même si son bilan était famélique, ça a, je dirais, imprégné l'opinion publique. Et en plus, maintenant, on oublie toujours l'éléphant dans la pièce, la nouvelle situation du président, qui n'est pas en mesure de faire appliquer toute une série de propositions sur la question du climat. Donc de plus en plus, ça devient un enjeu parent pauvre dans la hiérarchie des préoccupations des Français. Alors à Nice, Emmanuel Macron n'a pas parlé que des océans, il a également parlé de la politique nationale. Ce 9 juin, il faut dire, marquait l'anniversaire de la dissolution. Emmanuel Macron, hier soir, a exprimé un souhait. Mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas d'autre dissolution.
Mais mon habitude n'est pas de me priver d'un pouvoir constitutionnel, parce que si des formations politiques décidaient d'avoir une approche totalement irresponsable et bloquer le pays, peut-être me retrouverais-je dans une situation... Je dois utiliser la Constitution. Donc, j'ai pas l'habitude de dire que je n'utiliserai pas la Constitution. Je suis un esprit très simple. Bon, alors, Emmanuel Macron, il a un souhait qui est partagé avec les Français, Frédéric. Vous avez posé la question aux Français. Ça tombe bien, ils veulent pas de dissolution. Oui, tout à fait. Alors, c'est une enquête IFOP pour LCI diffusée le 6 juin. Alors, il y a un souhait de dissolution qui atteint quand même 41%. C'est une minorité, mais ça fait une part non négligeable de Français. Ce qui est intéressant, Oriane, c'est que c'est majoritaire dans 2 électorats, LFI et le RN. N'oublions pas, pendant la campagne des Européennes assez bravache, Jordan Bardella voulait une dissolution, il l'a eu. LFI est toujours dans cette logique, une forme de bordélisation, une forme de renverser la table, et une dissolution peut-être leur aurait bien, même si quand on voit les configurations dans cette enquête, on voit que la gauche unie n'est plus des candidatures NFP ne sont plus un horizon désirable pour le peuple de gauche. Et c'est vrai que non seulement c'est souhaité par 41%, et quand on pose une question de pronostic, on n'est qu'à 30%. Donc ce serait de nouveau, si je puis dire, la mauvaise surprise du chef. Rappelons à nos téléspectateurs qu'à partir du 8 juillet au soir, si je ne me trompe pas, le président peut dissoudre. Il ne le fera pas tout de suite, mais c'est ça qui est assez intéressant. On parle beaucoup des élections municipales. Rien ne nous dit que le prochain scrutin proposé aux Français sera un scrutin communal à 2 tours. Il peut y avoir un référendum, il peut y avoir, comme ça a été dit, on ne se prive pas d'un pouvoir constitutionnel. Le président a raison de ce point de vue-là. Une nouvelle dissolution. Lou. J'écoute toujours attentivement ce que dit Marine Le Pen. Et quand Marine Le Pen dit depuis 1 an il faudra une nouvelle dissolution, j'oublie pas qu'avec ses alliés ciotistes, elle a plus de 140 députés. Et quand on entend effectivement la petite musique au RN qui renaît un peu, on a l'impression qu'il y a une envie effectivement de pousser le gouvernement, enfin au moins à une motion de censure, et provoquer pourquoi pas une nouvelle dissolution. Donc, est-ce qu'elle a intérêt, Marine Le Pen, à la dissolution? Parce qu'avec son épée de Damoclès judiciaire, s'il y a une dissolution demain, elle ne peut pas se présenter. Or, maintenant, ça devient un peu sa seule tribune politique, l'Assemblée nationale. Est-ce que, du coup, elle a intérêt à pousser à la dissolution? Oui, il faut le penser autrement. Elle a intérêt à la dissolution parce que ça la victimiserait, déjà, de perdre son siège. Ouais. Que Jordan Bardella aurait un point d'atterrissage. Au RN, la question de lui trouver une circonscription se posera et en tout cas permettra... Peut-être dans le sud de la France, hein, c'est ce qu'on dit. Peut-être dans le sud de la France. Alors certains disent Menton, mais il y a quand même Alexandre Ramasson qui a été réélue au premier tour. Après, si elle remporte les municipales, pourquoi pas? Mais bon, c'est vrai que, en tout cas, elle cherchait une circonscription et elle récupérerait dans ce cas la présidence du parti. Et ça renforcerait le discours anti-système. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que l'électorat RN, c'est un électorat qui est très démobilisable. En 2021, au régional, il y avait eu d'excellents sondages qui les donnaient au moins gagnants dans une région en PACA. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été une Bérésie, plutôt un Waterloo. et en définitive, on s'est aperçu que c'est parce que les électeurs RN n'étaient pas allés voter. Donc Marine Le Pen, son enjeu, depuis 2022, et heureusement finalement qu'il y a cette situation de tripartition même à l'Assemblée nationale, plus dissolution, etc., c'est de maintenir en tension son électorat. Donc de lui promettre des échéances à court terme aussi. Et qui pourrait donc aboutir à un switch entre les postes de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. À lui, la présidence du parti, à elle, la présidence du parti, à lui, la présidence du groupe. Pourquoi pas? Après tout, c'est un duo. En fait, c'est vraiment un duo. C'est-à-dire que c'est pas Marine Le Pen a fait Jordan Bardella, mais Jordan Bardella a fait des scores absolument incroyables pour le RN. Donc les deux ensemble, ça fonctionne. C'est vraiment un binôme. Que ce soit lui en tête, elle en second ou inversement. Et en cela, ils savent effectivement qu'ils ont une carte à jouer et que c'est pas grave si Marine Le Pen perd son poste de députée à l'Assemblée nationale. De toute façon, vous regardez, il y a 4 personnes connues des Français principalement. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella, Marine Le Pen. Il y en a 2 qui sont dans le même parti et c'est peut-être le parti d'alternance. Ils sont plutôt tranquilles de ce point de vue. Et vous avez aussi posé la question, hein, Frédéric, aux Français, des intentions de vote. Hein. Qu'est-ce qu'ils voteraient si jamais il fallait voter demain? C'est le RN qui arrive en tête encore. Oui, c'est vrai. Alors, c'est bien sûr une intention de vote déconnectée d'une campagne électorale. Mais c'est intéressant de voir que le RN fait encore mieux que son score du premier tour du 30 juin 2024. Il est entre 34 et 35% selon les 3 configurations. Dès qu'une configuration, la gauche est unie façon NFP, une
une configuration de la gauche est complètement divisée, une autre où il y a un rapprochement qui se tient sur le papier, LFI écolo versus PSPC et Place Publique. Et c'est vrai que le RN est en tête dans toutes les configurations, avec un score supérieur à son score du 30 juin, quand toutes les forces, sauf peut-être LR, mais qui gagnent qu'un point, l'effet Retailleau est plutôt limité de ce point de vue-là, sont en recul. La gauche unie n'est qu'à 21%, elle avait fait quasiment 28-29%. Ça donne cette idée qu'une partie des sympathisants de gauche ne veulent pas une candidature NFP unique avec la France insoumise. On a un RN qui fait des scores très élevés, par exemple, dans des catégories de mission. Chez les retraités, le RN les candidats RN seraient à 30, 25% chez les cadres supérieurs et chez les professions libérales. Et c'est vrai que, alors, c'est une enquête de premier tour, quid d'un fonds républicain, quid d'une démobilisation, mais en tout cas, on voit très bien que la seule force qui apparaît en dynamique depuis le 30 juin 2024, et il y a un décalage entre une actualité compliquée pour Marine Le Pen, sa condamnation, d'éventuelles tensions ou pas avec Jordan Bardella, des élus qui sont parfois pointés du doigt, et une force du côté des Français donnée au RN, parce que par rapport à ce qui a été dit, moi je suis frappé de voir pourquoi dans les enquêtes présidentielles, dans ce type d'enquête, il n'y a pas de différence Bardella-Le Pen. C'est que la motivation du vote RN, c'est peut-être moins l'incarnation. Lou l'a très bien dit, il y a deux personnalités très fortes. Le chef du parti, excusez du peu, la triple candidate à l'élection présidentielle. Le levier majeur du vote RN aujourd'hui, ça reste l'alternative. C'est tous les propos des Français qui nous disent « c'est leur tour, on ne les a jamais essayés, de toute façon ils ne feront pas pire que les autres, ce serait la ruine s'ils étaient au pouvoir, mais la ruine est déjà là » avec toute une série de verbatines de Français qui accréditent le RN comme alternative. Et c'est vrai que ce sondage de ce point de vue-là, IFOP-LCI, est particulièrement spectaculaire. Et le RN qui hier a voulu célébrer sa victoire aux Européennes, c'était il y a tout juste un an. Et pour cet anniversaire, le parti a rassemblé ses alliés européens. C'était dans le Loiret. Ils ont affiché leur unité et leur soutien à Marine Le Pen. Marion Lompageux avec Audrey Vuettaz et Flavie Vélas. Ils sont 5000 sympathisants d'après le RN à être venus dans ce champ du Loiret fêter la victoire des patriotes européens et écouter pendant plus de 3 heures des discours souverainistes. Quand la double finaliste à l'élection présidentielle monte sur scène, les drapeaux des militants s'agitent. Marine Le Pen en profite pour rappeler que c'est elle la patronne, mais dénonce son inéligibilité après sa condamnation en première instance pour détournement de fonds publics, pour laquelle elle a fait appel. Et regardez ce qui se passe en France, où l'on veut interdire, en violant tous les principes du droit, à la principale opposante que je suis, de se présenter à l'élection présidentielle. Le parti affiche son unité après les récentes tensions et la chef de file des députés d'extrême droite chauffe la salle pour Jordan Bardella. La plus belle des entrées pour Jordan Bardella. Le président du parti est acclamé et affirme sa posture. Nous voulons gouverner la France. Nous nous y préparons chaque jour. Et je vous promets que nous y arriverons. Nous voulons gouverner partout en Europe, non pour le pouvoir, mais pour le bien commun. Pour ce sénateur, aucun doute, Marine Le Pen est la candidate naturelle. Il en profite pour remettre le président du parti à sa place. Le mouvement Rassemblement National est incarné depuis des années par Marine Le Pen. Marine Le Pen a été la présidente de notre parti pendant des années. Marine Le Pen est la présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen est surtout notre candidate à l'élection présidentielle. Et Jordan Bardella est le président de notre mouvement. Il fera un excellent Premier ministre. À quelques kilomètres de là, à Montargis, une manifestation à l'appel de la gauche et des syndicats a réuni un peu plus de 3000 personnes selon les organisateurs, réunis pour dire non à l'extrême droite. Vous avez suivi de près ce rassemblement. C'était quoi l'objectif du RN hier? Montrer qu'il n'est pas isolé, qu'il n'est pas divisé? C'était un peu un retour vers le futur. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai, le RN a eu une victoire assez éclatante il y a quand même un an. Elle a duré 1 heure. Ensuite, il y a eu la dissolution. Il y a eu des promesses de victoire qui ont été au résultat pour le moins mitigées. Donc le RN s'est finalement offert une sorte de revival de cette... Le fait de la victoire 1 an après. C'est ça. Et en réalité, c'est vrai que c'est une victoire. C'est vrai qu'il y a des choses qui changent au niveau européen. Après, est-ce que ces préoccupations sont les premières dans la tête des Français, surtout de leurs électeurs? Leurs électeurs, s'ils votent pour eux, c'est principalement par leur positionnement anti-européen. Donc c'est vrai qu'il y a un petit paradoxe. Puis un autre paradoxe aussi, c'est quand même la réunion des nationalistes européens au sein du même groupe, les Patriotes pour l'Europe.
c'est des nationalistes. Ouais. Donc, normalement, ils réfléchissent plutôt en fonction de leurs frontières propres. Mais parce que là, c'était un peu retour aux fondamentaux. Il a beaucoup été question d'immigration, de discours un peu anti-européens. On était loin du pouvoir d'achat, du social et de ces questions-là. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce groupe, c'est un groupe vraiment attrape-tout, avec des conservateurs qui pourraient très bien être chez Mélanie, plutôt, ou des personnages beaucoup plus populistes. Il n'y a pas longtemps, il y avait encore l'AfD allemand. Donc, c'était, pour le coup, leur radicalité et leur radicalité toujours plus extrême a fait qu'ils ont été exclus il y a environ un an. Mais c'est moi, j'avoue, j'ai tendance à dire que c'est la voiture balai, finalement, des groupes européens, dans la mesure où le Rassemblement national va chercher vraiment, et ses alliés, des partenaires pour essayer de constituer cet énorme groupe et qui, effectivement... Parce qu'il y a un autre groupe qui est fort au Parlement européen, qui est le groupe de Giorgia Meloni, dans lequel siège notamment Marion Maréchal. Et eux, ils font un peu plus de choix. Quand ils ont des possibilités de choisir des personnes qui vont travailler avec eux, ils ont le choix. Alors que le groupe de Marine Le Pen, c'est un peu plus hétéroclite, parce qu'il faut vraiment... je crois qu'il faut 7 groupes pour constituer 7 délégations pour constituer un groupe au Parlement européen. Donc c'est nécessaire. Et surtout, Marine Le Pen, c'est la moins radicale de tous. Vous êtes avec des gens qui sont anti-woke, pour certains contre la PMA, contre les couples homosexuels. Victor Orban nous a dit sur scène effectivement que pour lui c'était un père, une mère, et qu'il y avait une entreprise de remplacement volontaire de remplacement de la population par une autre. Donc c'est vrai que ce sont des discours assez radicaux. Marine Le Pen, d'une certaine façon, elle rattrape le wagon. Et dans tous les rassemblements que vous voyez du type, il y en a chaque année, le RN, pour nous, s'extrémise, mais en fait est quand même vachement plus soft que les autres. C'est le discours qu'attendent aujourd'hui les électeurs du RN, un discours ciblé sur l'immigration. Alors c'est plutôt les alliés européens qui ont beaucoup parlé d'immigration, mais un discours assez finalement anti-européen, pas cette Europe-là en tout cas. Oui, alors sur la question migratoire, on sait très bien que c'est dans l'ADN du FNRN, mais il y a quand même une évolution qu'on a tous en tête. Depuis la présidentielle de 2022, la source c'est les sondages IFOP fiducial pour TF1 LCI, Le Figaro et Sud Radio, la première motivation des électeurs RN à la présidentielle, aux législatives de 2022, aux européennes et lors de cette dissolution, cette campagne très rapide de juin-juillet 2024, ce n'est plus l'immigration. C'est 1, le pouvoir d'achat. Et Marine Le Pen en a parlé depuis longtemps. 2, la sécurité à un niveau très élevé et l'immigration juste derrière. Et puis on sait que les électeurs RN sont les plus nombreux à faire le lien entre l'insécurité et l'immigration. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte d'inflexion. Parce que, souvenez-vous de la Marine Le Pen de 2015-2017, elle était dans une logique internationale pour dire le Brexit, Trump, c'est notre tour. Là, depuis, on l'a bien vu en 2021-2022 et après la victoire de Giorgia Meloni, elle est sur un modèle à la française, comme dit Jordan Bardella, pour le bien commun, l'alternative, les différents pouvoirs ont échoué, le RN va sortir le pays de la crise, et là, elle revient à une vision internationale qui à mon avis, ne mobilise peu son électorat. Ce qu'a dit tout à l'heure est extrêmement important, et on oublie que l'électorat RN, même si maintenant il est attrape-tout, peut être plus que la moyenne touché par des phénomènes de surabstention régionale de 2021, voire législative à un moment en 2022. Donc effectivement, c'est vraiment plus en parlant de ces thèmes qu'en mobilisant une internationale plus ou moins extrémiste que ça va mobiliser son électorat. Après, il y a quand même, sur l'immigration, quand même, c'est la ligne rouge, je dirais, entre tous ces partis. Et, bien sûr, c'est le socle commun. Et même aussi pour le Rassemblement national, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, la question du pouvoir d'achat est très importante parce qu'il y a de l'inflation, etc., moins qu'avant. Mais la constante, quand même, reste... c'est l'ADN. Voilà, ça reste l'ADN. Ils n'ont même plus besoin d'en parler aujourd'hui, effectivement, pour réussir à... Et pendant la présidentielle 2022, c'est plutôt l'électorat Zemmour qui était plus mobilisé. Mais effectivement, ça fait tellement partie... Ils n'ont plus besoin d'en parler. C'est attaché à la marque. Ouais. Et une dernière chose aussi sur ce groupe, la question internationale, la plupart de ces partis, de ces groupes, mettent en avant Donald Trump, mettent en avant justement les changements qui ont eu lieu en dehors de l'Europe, même les Javier Milei, la question du Brexit à un moment donné. Marine Le Pen, à une époque, suivait ce mouvement-là. Plus aujourd'hui parce que elle a connu les déconvenues. On a vu que le Brexit, ça fonctionnait pas si bien que ça. Donald Trump, elle a essayé de le rencontrer en 2017. Elle est restée en bas de la Trump Tower, elle n'a pas pu monter. Finalement, il y a eu le Capitole. Donc, elle a été un peu... en France, certains observateurs ont pu l'associer à la question. Aujourd'hui, elle fait très attention parce qu'elle sait que tout peut déraper et que
elle a déjà suffisamment de problèmes ici, avec son image, pas pour avoir celle des autres. Et alors hier, Alex, Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils ont beaucoup fustigé l'Union européenne dans sa forme actuelle, on l'a dit, mais ils ont aussi visé la politique nationale. Et oui, les deux leaders du Rassemblement national ont évoqué tous deux les violences urbaines après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions il y a 10 jours. Un exemple, selon eux, qui montre que la France n'est aujourd'hui pas tenue sur le plan sécuritaire. Et Marine Le Pen s'en est prise à Emmanuel Macron sur ce point. Qui peut croire sérieusement que la France d'Emmanuel Macron pourrait mener une guerre d'ampleur quand il est déjà incapable de gérer le chaos qui règne les soirs de match à 200 mètres de l'Élysée? Si j'ai un tweet à lui proposer pour ce qui se passe en matière sécuritaire en France, ce serait pas champion, mon frère. Voilà, Marine Le Pen qui fait une référence au tweet d'Emmanuel Macron après la victoire du PSG, qui avait repris une phrase très importante pour les supporters parisiens, champion mon frère. Alors sur ce sujet, eh bien, là, la cible de Jordan Bardella, c'était Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. L'Europe a vu méduser ce déferlement de violence au cœur de la capitale à l'occasion du sacre du PSG en Ligue des Champions. Nous le disons aujourd'hui avec la plus grande clarté. Ce désastre sécuritaire non anticipé aurait dû, à minima, provoquer la démission du ministre de l'Intérieur. Voilà, on sent bien que cet épisode de violence urbaine post-victoire du PSG, c'est une occasion saisie par le RN pour essayer de freiner la popularité montante du ministre de l'Intérieur. Oui, on voit que Bruno Retailleau est toujours la cible principale politique du RN. C'est un danger électoral pour Marine Le Pen et Jordan Bardella, Bruno Retailleau? Oui, ça peut être un danger. On peut écrire sur un bout de papier en termes de scénario, mais il faut être prudent là-dessus. Comment Bruno Retailleau pourrait refaire le coup, entre guillemets, de Nicolas Sarkozy en 2007, qui avait capté 20 à 30% de l'électorat lepeniste de Jean-Marie Le Pen. C'est vrai qu'avec une Marine Le Pen empêchée, avec un Jordan Bardella, s'il était candidat qui serait peut-être vu comme trop tendre, qui serait vu comme trop inexpérimenté, qui pourrait connaître des trous d'air pendant la campagne, un réceptacle pourrait être Bruno Retailleau. Mais là, on est dans de la politique fiction. Et c'est vrai qu'il y a une continuité. Si on oublie l'après-campagne présidentielle, c'était les attaques très fortes du RN vis-à-vis de Gérald Darmanin au moment du fiasco perçu du Stade de France. Et là, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que là, de ce point de vue-là, je disais à quel point l'insécurité était un levier très important pour l'électorat RN. C'est le cas pour tous les Français. Ce qui s'est passé autour du Parc des Princes dans Paris au soir de la victoire du Paris Saint-Germain, ça a profondément traumatisé. C'est cette idée que le pays n'est pas tenu et qu'il y a un problème de contrôle et de désordre inhérent à chaque manifestation après une victoire sportive qu'on n'a pas vu après Roland-Garros, qu'on n'a pas vu après toute une série d'événements. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les Français. Et de ce point de vue-là, le clivage gauche-droite s'est complètement effondré. Ça touche aussi bien les gens de sensibilité de gauche que ceux de droite ou de droite extrême. Ça peut nuire à Bruno Retailleau, ce procès permanent que lui fait le RN? Honnêtement, si vous regardez quand même ce qui s'est passé depuis toutes les échéances électorales, etc., LR a toujours eu ce moment où il avait son candidat. Ça a été Valérie Pécresse à un moment donné, ça a été Laurent Wauquiez à un moment donné. Et beaucoup d'espoirs ont été mis dans ces personnes. Mais à la fin, l'électorat, il se souvient justement de Nicolas Sarkozy 2007. Et il se souvient que les promesses étaient grandes et qu'elles ont été non tenues. Aujourd'hui, si je ne m'abuse quand même, dans les études d'opinion, on voit que Bruno Retailleau, il mange plutôt sur Édouard Philippe, sur Éric Zemmour, à la rigueur, tout cet électorat qui était parti à Marine Le Pen, qui avait pu être filloniste. Il en prend 7%. Voilà, pour l'instant d'électorat, Marine Le Pen 7% quand même. 2022. D'accord, moi j'avais vu seulement 1 ou 2%, donc effectivement un peu plus, j'avais... mais ça reste marginal. Mais et puis c'est quand même, déconnecté d'une campagne, ça existe. C'est intéressant. Et, mais c'est vrai que l'électorat, le péniste est quand même plus prolétaire, moins élitiste, moins conservateur et plus attaché à des réalités matérielles, question de pouvoir d'achat. Et un Bruno Retailleau, en soi, il a une chose pour lui, c'est sa sincérité. Ça, tout le monde le lui reconnaît. En revanche, il est aujourd'hui dans un gouvernement qui est celui d'Emmanuel Macron. L'antimacronisme, c'est un moteur électoral pour le RN. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que pendant ce meeting dans le Loiret, effectivement, il était question d'Emmanuel Macron, pas énormément, mais un peu quand même.
C'était plus le cas depuis quelques mois. Et Emmanuel Macron, c'est le meilleur ennemi du RN. S'il n'y a plus Emmanuel Macron, le RN ne se retrouve plus dans ce clivage qu'il a essayé d'instaurer, qui est mondialiste contre nationaliste. Donc il doit essayer de trouver un autre adversaire, qui est plus classique, sans doute gauche-droite. C'est pour ça qu'ils attaquent énormément les woke, LFI, etc. Bruno Retailleau, c'est de la vieille école, c'est gauche-droite aussi. Donc là-dessus, effectivement, ça peut être un adversaire. Merci. Très rapidement, Frédéric. Non, c'était un dernier mot. Non, merci à tous les deux. Vous restez évidemment avec nous. On regarde ce qu'il y a à la une de la presse régionale. Et Alex, on commence par le sommet des océans à la une de la presse régionale. Oui, hier s'est ouvert à Nice la conférence des Nations Unies sur les océans. Devant des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, Emmanuel Macron a appelé à la mobilisation pour protéger des océans, je cite, en ébullition. Le président français a annoncé qu'une 60aine de pays allaient ratifier le traité sur la gouvernance de la haute mer. Et il a averti le président américain Donald Trump qui veut exploiter les minerais des fonds marins aux quatre coins du globe. Je cite Emmanuel Macron, « Les abysses ne sont pas à vendre et pas plus que le Groenland n'est à vendre, pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre. » Le gel de l'aide MaPrimeRénov' inquiète les professionnels du secteur du bâtiment. Oui, il annonce la semaine dernière de la suspension de MaPrimeRénov', cette aide publique à la rénovation thermique des logements. Ce gel a fait grincer des dents dans le secteur du bâtiment, notamment dans le Grand Est, où près de 3 millions de logements seraient à rénover, dont 20% de passoires thermiques. Pierre Schaeffer, le président de la Fédération du bâtiment du département de Moselle, a exprimé sa colère aujourd'hui dans les colonnes du Républicain lorrain. Je le cite, « Nos artisans et nos entrepreneurs ont investi dans la formation, dans du matériel pour MaPrimeRénov'. Ils ont obtenu des labels et des certifications. Et du jour au lendemain, on leur dit « Vos marchés sont stoppés. Attendez un peu, on verra ce qu'on vous propose. » 100 000 salariés du BTP en France seraient fragilisés par cette suspension. Les violences en cuisine sont à la une de la Charente Libre. Oui, la Charente Libre a choisi ce sujet après la publication du livre de la journaliste Nora Boisouni intitulé « Violence en cuisine, une omerta à la française ». Une enquête qui révèle un univers de la gastronomie fait parfois de violences verbales, physiques, de harcèlement sexuel avec des cas de viol. Et en Charente, comment les chefs ont réagi à ces révélations ? Margot Elie, 36 ans, chef de l'auberge du Boisnet à Villebois-la-Valette, raconte par exemple son premier stage dans un restaurant étoilé et elle a failli, je cite, être dégoûtée du métier. Elle décrit un milieu machiste avec des agressions verbales. Je la cite, j'ai vu des trucs horribles. On nous dit que c'est comme ça, la cuisine, qu'il faut pleurer, saigner, se faire mal, même si elle concède que ce premier stage, c'était il y a une décennie et que les pratiques ont changé depuis. Ce type de violence ne serait plus la norme dans les cuisines françaises, assure Mickaël Clotour, chef d'Omi à Puy-Moyen. Je le cite, il y aura toujours des exceptions, mais cela reste des exceptions. Allez, on finit par un peu de douceur. C'est à la une du Populaire du Centre. Et oui, le Populaire du Centre qui s'intéresse aux chambres de l'amour ou Love Room en anglais. Je vois que ça fait réagir Frédéric. Ces chambres d'hôtel louées pour quelques heures et qui ont de plus en plus de succès chez les couples. Des chambres avec un décor de circonstance, souvent un sauna, un jacuzzi, une coupe de champagne. En tout cas, dans les colonnes du Populaire du Centre, un couple de Clermont-Ferrand témoigne de sa nouvelle passion pour les chambres de l'amour. Jacques, non, pas du tout. Jacques, 54 ans, explique qu'avant, avec sa femme, il se ferait des week-ends loin de l'Auvergne pour découvrir les régions françaises, mais maintenant, il reste à Clermont-Ferrand et teste des chambres de l'amour. Cela met, je cite, un peu de piment dans leur vie de couple. Et dans les colonnes du Populaire du Centre, une sexologue conseille aussi ce genre de pratique, notamment pour les couples avec enfants. Cela permet de s'offrir un espace-temps dédié en dehors des contraintes du quotidien. Donc, avis aux amateurs. Merci Alex. Voilà. Merci beaucoup pour ce conseil. Merci Frédéric Dabier, merci Lou Fritel, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même lieu, même heure sur le canal 8 de la TNT. À demain.